Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude du cerveau en mettant en place l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus et l'hypophyse dérivent tous les deux du diencéphale et viennent se placer en dessous de la région du thalamus qui a fait l'objet du cours précédent. L'hypothalamus, tout d'abord, véritable cerveau végétatif, cerveau endocrinien et également cerveau régulateur des émotions, se projette vers l'avant au niveau de la fosse interpédonculaire que nous voyons apparaître ici sur cette vue antérieure du tronc cérébral limité par les deux pédoncules cérébraux latéralement, le pont en dessous, séparé du mésencéphale par le sillon pontomésencéphalique et croisé au-dessus par les voies optiques et en particulier le chiasma optique qui va représenter un rapport important de la région. Juste en arrière du chiasma optique va venir se placer l'infundibulum hypophysaire ou tuber cinereum à laquelle est appendue l'hypophyse que nous avons sectionnée ici sur cette représentation. Et en dessous et en arrière de cette glande neuroendocrine située à la base du cerveau, apparaissent les deux corps mammillaires, droit et gauche, ou tubercules mammillaires. Et ces tubercules mammillaires sont deux reliefs arrondis qui sont soulevés par des noyaux sous-jacents et qui font, d'un point de vue fonctionnel, partie de l'hypothalamus et plus précisément de l'hypothalamus postérieur. Ainsi donc, lorsque l'on observe le tronc cérébral en vue antérieure, eh bien, l'hypothalamus apparaît visible au niveau des corps mammillaires. En arrière, enfin, apparaît l'espace perforé postérieur, espace perforé pour livrer passage à des vaisseaux qui vont venir vasculariser les noyaux gris centraux. L'hypothalamus est un terme que l'on doit à Edinger à la fin du XIXe siècle. Et pour Cushing, cette structure très petite, puisqu'elle peut être, pour citer ces termes, couverte par l'ongle du pouce, eh bien, revêt des fonctions majeures, car l'hypothalamus va réguler l'ensemble de l'activité, va être le réel cerveau régulateur des fonctions endocriniennes, donc hormonales, végétatives, donc système nerveux sympathique et système nerveux sympathique, et va également être le cerveau des émotions. S'il se projette vers l'avant au niveau de la fosse interpédonculaire, l'hypothalamus va, d'un point de vue morphologique, être décrit sur des coupes. La première étant la très classique coupe sagittale médiane qui va permettre de voir en profondeur du plan de coupe l'hypothalamus par sa face médiale et ainsi en définir les limites supérieures, antérieures, inférieure et postérieure. Et d'autre part, eh bien, sur une coupe frontale, cette fois-ci, nous allons pouvoir définir les rapports latéraux et médiaux de cette région fonctionnellement si importante. En coupe sagittale médiane, l'hypothalamus paraît se placer en dessous du thalamus et au-dessus de la fosse interpédonculaire. Vous reconnaissez sur cette coupe sagittale le corps calleux qui se place dans la continuité de la commissure antérieure et qui va présenter son rostre, puis un genou antérieur, puis son corps, puis son splénium qui apparaît fortement dilaté. Sous le corps calleux et appendu à celui-ci par l'intermédiaire du septum pellucidum, le fornix, représenté ici en vert, représente une commissure hippocampo-mammillaire. Sectionnée au niveau de son corps, sa colonne antérieure part vers l'arrière et latéralement, c'est-à-dire qu'elle va quitter le plan du tableau, le plan de coupe donc, pour venir rejoindre le corps mammillaire du même côté. Vers l'arrière, le pilier du fornix va de la même manière quitter le plan de coupe pour venir s'enrouler autour du thalamus et partir dans le lobe temporal. Sous le fornix apparaît ici, et se détachant en arrière de la commissure de la bénula, cordon de substance blanche, parcourant d'arrière en avant la face médiale du thalamus et rejoignant en avant la région de la colonne du fornix et déterminant ici vers l'avant le foramen interventriculaire qui se creuse entre la colonne du fornix et le pôle antérieur du thalamus. Au-dessus de
la bénula, nous sommes, je vais le marquer par la lettre B, dans la fissure transverse du cerveau décrite par Bichat, et ainsi donc dans des espaces subarachnoïdiens, alors que sous la bénula tendant la toile choroïdienne du troisième ventricule, eh bien, nous allons nous trouver dans un espace ventriculaire, et je vais ainsi marquer en bleu la membrane épendymère qui tapisse sur le plan de coupe le troisième ventricule et en continuité avec l'épendyme de l'aqueduc du mésencéphale et du quatrième ventricule, pour rappeler que nous sommes à cet endroit-là dans une cavité liquidienne ventriculaire, baignant donc de liquide cérébrospinal. Nous avons évidemment autour de cet élément du liquide cérébrospinal subarachnoïdien, notamment au niveau de la fissure transverse du cerveau. Sous la bénula, tendant donc la toile choroïdienne du troisième ventricule et au niveau de laquelle se développent, on peut les marquer ici pour mémoire, les plexus choroïdes du troisième ventricule, eh bien nous allons trouver, et un peu en profondeur du plan de coupe, la face médiale du thalamus, accolée ici au thalamus contralatéral par l'intermédiaire de l'adhésion interthalamique, et la jonction entre la face médiale et la face inférieure du thalamus est marquée ici par le sillon thalamo-hypothalamique venant séparer la portion thalamique du troisième ventricule de sa portion hypothalamique. Et ainsi donc, l'hypothalamus, en coupe sagittale médiane, sur une vue sagittale médiane, eh bien, est limité en haut par le sillon thalamo-hypothalamique qui vient le séparer de la région thalamique. Vers l'avant, la limite antérieure de la région du thalamus est marquée sous la commissure antérieure par la lame terminale, puis par le chiasma optique, ce qui vient se placer à l'aplomb de l'hypophyse, dont nous voyons ici le tuber cinéreum, puis l'hypophyse, sur la morphologie de laquelle nous allons revenir dans un instant. Vers l'arrière, apparaît de plus en plus épais le pédoncule cérébral qui va marquer la limite entre la région du diencéphale au-dessus et du tronc cérébral en dessous, avec ici donc son étage mésencéphalique. Vous reconnaissez ici la section sagittale médiane du pont, séparée du mésencéphale par le sillon ponto-mésencéphalique. À noter que le sillon thalamo-hypothalamique, qui sépare donc la région de l'hypothalamus du thalamus, est tendu globalement du foramen interventriculaire en avant à l'ouverture supérieure de l'aqueduc du mésencéphale vers l'arrière. Sur une vue sagittale médiane, la région de l'hypothalamus va globalement être partagée en trois groupes contenant des noyaux de substances grises, sur le détail desquels nous n'insisterons pas, mais dont nous évoquerons simplement la topographie. La partie antérieure, en regard de la lame terminale et de la région du chiasme optique, va constituer le groupe antérieur du thalamus. Il contient notamment le noyau supraoptique. En arrière, la partie moyenne de l'hypothalamus va se placer en regard de la région de l'infondibulum hypophysaire et va notamment contenir un noyau infondibulaire qui est à l'origine des fonctions sexuelles. Enfin, en arrière, le groupe postérieur est essentiellement constitué par le noyau du corps mammillaire, que nous surlignons ici en jaune, et qui marque son relief dans le fond de la fosse interpédonculaire. Donc cette systématisation, cette topographie des noyaux de l'hypothalamus en groupe antérieur, groupe moyen et groupe postérieur, eh bien, est visible sur une coupe sagittale ou sur une vue médiale de l'hypothalamus à partir de la coupe sagittale de l'encéphale. Si l'on réalise une coupe frontale de la région de l'hypothalamus, coupe frontale que l'on va faire passer par le corps mammillaire et non pas par le fond de la fosse interpédonculaire, comme nous l'avions fait lors du cours précédent,
et voici par conséquent le plan de coupe, eh bien nous allons pouvoir distinguer une région latérale, une région médiale de l'hypothalamus et les rapports en dehors et en dedans de cette structure. Vous reconnaissez donc ici sur cette coupe frontale le thalamus qui est surmonté par surplombé par le corps du noyau codé. En dehors vient se placer le noyau lenticulaire avec sa partie externe, le putamen, puis le pallidum externe, puis le pallidum interne. Entre les deux viennent se placer les fibres qui vont occuper la capsule interne. Sur la ligne médiane, appendu au corps calleux par le septum pellucidum, vous retrouvez ici le corps du fornix. Entre le bord latéral du fornix et le ténia thalamique étendu, la toile choroïdienne du ventricule latéral, au-dessus de laquelle se développe ici le plexus choroïde du ventricule latéral. Nous sommes donc au-dessus dans une cavité liquidienne intracérébrale. Entre les deux abénulas, nous avons ici uniquement représenté le côté droit, apparaît la toile choroïdienne du troisième ventricule, à laquelle est appendu le plexus choroïde du troisième ventricule que nous plaçons ici. À la jonction entre la face médiale et la face inférieure du thalamus apparaît ici le sillon thalamo-hypothalamique et nous avons donc la région ici située en dessous du thalamus et médialement, située latéralement par rapport au troisième ventricule et par rapport à la ligne médiane, la région de l'hypothalamus que nous avons sur cette coupe frontale fait passer par le corps mammillaire et nous pouvons donc placer ici le noyau du corps mammillaire représentant donc la partie postérieure de l'hypothalamus. Cette région est partagée en deux parties, une partie latérale du côté du troisième ventricule et médiale du côté du troisième ventricule et une partie latérale. Et cette distinction est faite par rapport à deux structures qui vont traverser la région, que sont ici la colonne du fornix et également un faisceau de fibres qui relie le corps mammillaire au pôle antérieur du thalamus. Il s'agit du faisceau ou tractus mammillothalamique, faisceau ou tractus mammillothalamique, décrit à la fin du XVIIIe siècle par Félix Vic d'Azir. Faisceau mammillothalamique qui relie donc le corps mammillaire au pôle antérieur du thalamus. Ce plan sagittal, dans lequel se situe la colonne du fornix et le faisceau mammillothalamique, délimite donc un groupe de noyaux médiaux du thalamus et un groupe latéral. Médialement, donc, le thalamus va répondre essentiellement au troisième ventricule et un peu en dessous à l'hypothalamus contralatéral. En dehors, latéralement de l'hypothalamus, vient se placer ici la région du subthalamus ou région sous-thalamique, dans laquelle va se placer la zona incerta, et en dessous, le noyau subthalamique ou corps de Lewis, décrit par Lewis, sous le nom de corps de Lewis, qui est un noyau que l'on reverra dans la régulation dans le circuit des noyaux gris de la base du cerveau. Donc, région de l'hypothalamus qui est située sous le thalamus, en dehors du troisième ventricule, en dedans du subthalamus, vers l'avant et vers le bas à l'aplomb de la fosse interpédonculaire et qui comprend des noyaux, donc des centres nerveux, régulateurs de la fonction endocrinienne, régulateurs du système nerveux végétatif, réalisant donc ce qu'on appelle, c'est Cushing, le cerveau endocrinien, le cerveau végétatif, et également jouant un rôle dans la régulation du comportement, dans la régulation des émotions,
ce sont les principales fonctions de cet organe. Appendu à la région de l'hypothalamus par le tuber cinereum, l'hypophyse constitue une petite glande neuroendocrine appendue à la base du cerveau et qui va être placée sous la dépendance de l'hypothalamus, constituant avec l'hypothalamus un réel complexe fonctionnel hypothalamo-hypophysaire. On parle de complexe hypothalamo-hypophysaire ou axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypophyse, on va le voir, présente des sécrétions endocrines propres et va également présenter des sécrétions qui vont participer à la régulation de la plupart des glandes endocrines de l'organisme, thyroïde, gonade, cortico-surrénale, etc. Si l'on reprend la coupe sagittale, et on va le réaliser ainsi sur un schéma de principe, si on reprend donc la coupe sagittale, mais centrée cette fois-ci sur le tuber cinereum, sur l'infundibulum hypophysaire, avec donc le tuber, le récessus hypophysaire et le chiasma optique qui est placé au-dessus, eh bien, on voit que l'hypophyse se présente sous la forme d'une petite glande neuroendocrine qui présente la taille d'un pois chiche, c'est-à-dire qui va mesurer environ 15 mm de grand axe, qui va mesurer en épaisseur 6 à 7 mm, qui va peser à peu près 0,5 à 1 g, et qui va présenter plusieurs parties. En effet, nous avons globalement 4 parties, on parle également de lobes. Une partie postérieure, on va parler de lobe postérieur ou neurohypophyse, et qui est directement dans la continuité du tuber cinereum. Je vous l'écris quand même une fois, tuber cinereum. Vers l'avant va se présenter une partie antérieure, pars antérieur, ou adénohypophyse, ou antéhypophyse. On utilise ces différents termes en pratique clinique, qui va, elle, être constituée de cellules sécrétant des hormones qui vont participer à la régulation de l'activité des différentes glandes endocrines de l'organisme. À côté de ces deux parties principales de l'hypophyse, nous allons, entre la partie antérieure et la partie postérieure, décrire le lobe ou partie intermédiaire de l'hypophyse, et on décrit également en regard du tuber une partie tubaire ou partie infundibulaire de l'hypophyse. Appendu au tuber cinereum, l'hypophyse va présenter donc une fonction endocrine présentant des sécrétions qui vont différer en fonction de la région de cette glande que l'on considère. En effet, la neurohypophyse va être spécialisée dans la sécrétion de l'hormone antidiurétique, l'ADH, mais également dans la sécrétion de l'ocytocine, qui est cette hormone qui, en particulier, régule la contraction du muscle utérin. La partie antérieure de l'hypophyse, ou antéhypophyse, va, elle, sécréter un certain nombre de facteurs qui vont contrôler les sécrétions endocrines, principalement de la glande thyroïde, des gonades, de la cortico-surrénale, mais également va présenter des sécrétions propres, comme par exemple la sécrétion de l'hormone de croissance, la GH, la growth hormone. Vous pardonnerez bien sûr mon accent anglais, mais que voulez-vous, je ne vais pas me refaire. GH, et d'ailleurs ça c'est une petite anecdote, ça vous rappelle peut-être que pour traiter certaines formes de nanisme ou pour stimuler
la croissance, des enfants qui présentaient des retards importants de croissance, eh bien, on faisait ingérer à ces enfants de l'hormone de croissance qui était extraite d'hypophyses prélevées sur des cadavres, et eh bien cette consommation de produits extraits de tissus nerveux présente un risque d'encéphalite spongiforme qui correspond à la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Maladie de Creutzfeldt-Jakob. Qui donc était liée à cette cette ingestion et qui a réalisé des épidémies qui ont été à chaque fois associées à ces prélèvements. Alors, la sécrétion de l'antéhypophyse, de la post-hypophyse, procède de deux mécanismes différents, et c'est sur ce point que je vais particulièrement insister, le fonctionnement globalement endocrinien de l'hypophyse relevant, à mon sens, plus de la physiologie que de l'anatomie. La post-hypophyse ou neurohypophyse constitue une réserve de sécrétion de neurones hypothalamiques dont les fibres nerveuses vont, via l'axe hypothalamo-hypophysaire et le tubaire cinéréum, réaliser un faisceau de fibres qui vont gagner la post-hypophyse où ces sécrétions, hormones antidiurétiques et ocytocine, vont être accumulées, stockées, avant que d'être relarguées dans la circulation. Nous avons donc pour la post-hypophyse un mécanisme de sécrétion en réalité de certains noyaux de l'hypothalamus, donc une sécrétion neuronale pure avec relargage direct dans la circulation. Pour ce qui concerne la régulation de l'antéhypophyse, ou adénohypophyse, eh bien là, le contrôle de sécrétion antéhypophysaire par l'hypothalamus va se faire par voie sanguine et par l'intermédiaire d'un système porte qui a été décrit par Poppa et Fielding dans les années 1930. C'est le système porte hypophysaire que je vais vous définir rapidement. En effet, naissant de la carotide interne, des artères hypophysaires supérieures vont venir vasculariser la région du tubaire cinéréum et vont ainsi, dans un premier réseau capillaire, venir se placer au contact des neurones de certains issus de certains noyaux de l'hypothalamus pour venir se charger de releasing factor ou d'inhibiting factor hypothalamique qui vont ensuite se drainer dans un vaisseau efférent qui va venir alimenter le lobe antérieur ou la partie antérieure de l'hypophyse se répartissant dans un deuxième système de capillaires, qui vont être au contact des cellules antéhypophysaires venant apporter les facteurs qui vont en réguler l'activité de sécrétion, qui vont ensuite être relargués dans des veines hypophysaires qui vont rejoindre les veines de la base du crâne. Nous avons donc ici un système porte hypophysaire, puisque vous avez un premier réseau capillaire qui se situe au niveau du tubaire et qui va prendre en charge les sécrétions hypothalamique venant réguler l'activité des cellules antéhypophysaires, et vous avez ensuite un deuxième réseau capillaire antéhypophysaire qui va mettre ces sécrétions hypothalamiques au contact des cellules hypophysaires, dont les sécrétions contrôlant la thyroïde, les gonades, etc., vont être relarguées alors dans la circulation veineuse. Donc, deuxième réseau de capillaires. Et donc, ainsi, vous voyez que cette glande particulière fonctionne avec un système tout à fait remarquable. La post-hypophyse qui est directement en rapport avec l'hypothalamus et qui va stocker l'ADH et l'ocytocine avec donc un mécanisme de sécrétion neuronale unique, alors que le contrôle de l'antéhypophyse se fait par voie sanguine, par l'intermédiaire d'un système porte étant un système où deux réseaux de capillaires s'interposent entre le départ du cœur et le retour vers le cœur. L'hypophyse, alors, tient son nom traditionnel ou glande pituitaire du
fait que les pituitaires, du fait que les anciens considéraient que cette glande était à l'origine de la sécrétion du liquide cérébrospinal et que ces sécrétions s'évacuaient par voie nasale, puisque cette glande en plus hypophyse est située à l'aplomb de la cavité nasale, ce qui d'ailleurs se retrouve dans le terme de pituite ou sécrétion muqueuse nasale. L'hypophyse est également l'objet non exceptionnel de tumeurs, essentiellement des adénomes de l'hypophyse, qui sont le plus souvent développés aux dépens de l'antéhypophyse, et dont les manifestations cliniques et les risques chirurgicaux nécessitent à présent d'étudier les rapports de l'hypophyse dans sa loge hypophysaire. L'hypophyse, effectivement, petite glande neuroendocrine, se situe à la base du cerveau et vient se situer au centre de la tête. Si on peut, Monsieur Belloncle, que je ne remercierai jamais assez d'accepter de filmer ces cours et de les mettre à disposition des étudiants, si vous regardez une base du crâne donc en vue antérieure, vous voyez qu'elle est constituée de 3 étages, antérieur, moyen et postérieur, et ces 3 étages sont situés effectivement à des niveaux différents, l'étage antérieur étant le plus haut, puis l'étage moyen et l'étage postérieur. Eh bien, l'hypophyse va se placer ici au bout de ma craie, au centre de la selle turcique de la loge hypophysaire. Et vous voyez que cette loge hypophysaire qui se situe donc au centre de la tête, eh bien, va être délimitée par des repères osseux qui sont définis à partir d'un os qui est l'os central de la base du crâne, qui est le sphénoïde, l'ensemble étant recouvert par les méninges et répondant à des éléments nerveux et vasculaires qu'il convient de connaître pour une parfaite compréhension de la pathologie de cette région. Sur le plan osseux et en vue supérieure, eh bien, la loge hypophysaire va être située au centre du crâne et va former une selle, la selle turcique, qui va être délimitée par les structures osseuses suivantes. En avant, nous avons ici le jugum sphénoïdal, répondant latéralement aux 2 processus clinoïdes antérieurs, qui apparaissent très développés et très volumineux et légèrement pointus. À la base médiale du processus clinoïde antérieur vient se placer ici le canal optique droit et gauche, qui met en communication la selle turcique avec la cavité orbitaire qui se trouve en avant et latéralement en dessous de l'étage antérieur de la base du crâne. Latéralement par rapport au processus clinoïde antérieur apparaît de chaque côté un espace qui va là aussi mettre en communication la fosse crânienne moyenne et la cavité orbitaire. On va rappeler ceci comme ça par des flèches. C'est ici la fissure orbitaire supérieure. Donc, fissure orbitaire supérieure et canal optique mettent en relation la cavité crânienne avec la cavité orbitaire. La selle turcique apparaît creusée et en arrière va être délimitée, toujours à partir du sphénoïde, par le dorsum cellé, le dos de la selle turcique, dorsum cellé, bordé de chaque côté par les petits processus clinoïdes postérieurs qui sont plus médiaux et moins développés que les processus clinoïdes antérieurs. En arrière vient se placer le clivus, formé par la face postérieure du corps du sphénoïde et vers le bas la partie basilaire de l'os occipital et formant une pente sur laquelle vient se poser le tronc cérébral. Nous avons sur une coupe sagittale médiane ces structures et vous voyez apparaître ici la selle turcique, je mets une croix pour l'instant dedans, avec en avant ici le relief du jugum sphénoïdal, la selle qui est creusée, le dorsum scellé
et vous voyez en arrière cette pente osseuse qui va constituer la paroi antérieure de la fosse crânienne postérieure, clivus constitué par la face postérieure du corps du sphénoïde et un tout petit peu ici par la partie basilaire de l'os occipital. En arrière se placerait ici le foramen magnum qui fait communiquer la cavité crânienne avec le canal médulaire. Fait important, le corps du sphénoïde est un os pneumatisé. Et vous avez donc ici un sinus, une cavité aérienne, sinus sphénoïdal qui se place sous la loge hypophysaire et qui va venir se placer ici à l'aplomb du cavum, du rhinopharynx. Et donc vous avez le pharynx en avant, les cavités nasales encore un petit peu en avant, ce qui va expliquer les voies d'abord chirurgicales possibles de l'hypophyse. Si maintenant on s'intéresse à une coupe horizontale de la selle turcique qui passerait entre les processus clinoïdes antérieurs et postérieurs, eh bien vous voyez ici sur cette coupe frontale, ici la selle turcique, l'hypophyse se placera dans sa selle, et vous voyez que cette zone apparaît en hauteur par rapport ici à l'étage moyen de la base du crâne qui apparaît un peu de façon déclive, et nous voyons que le corps du sphénoïde est creusé par le sinus sphénoïdal qui sépare la loge hypophysaire du cavum qui se situe en dessous. Latéralement par rapport à la loge hypophysaire, par rapport à la selle turcique, nous allons avoir quelques reliefs qui vont se placer, qui vont nous permettre ensuite de définir les structures qui passent de part et d'autre de l'hypophyse. Ces reliefs sont d'abord ici l'ouverture du canal carotidien. C'est le trou de la base du crâne par lequel l'artère carotide interne va arriver dans la région crânienne. Cet orifice voit arriver vers lui ici le bord supérieur de la partie pétreuse de l'os temporal. C'est cette partie pétreuse qui, si vous reprenez la base du crâne en vue interne, eh bien, forme ces deux reliefs très saillants et qui marquent la limite entre l'étage moyen et l'étage postérieur de la base du crâne. On parle de l'apex pétreux. Plus en avant et latéralement, des foramen mettent en communication l'étage moyen qui se trouve ici, l'étage moyen, avec la base du crâne. Il s'agit ici du foramen ovale qui a une forme ovale, du foramen épineux qui livre passage à l'artère méningée moyenne, et en avant du foramen rond qui est plus rond que le foramen ovale. Quels sont donc maintenant les rapports de l'hypophyse? Eh bien d'abord, l'hypophyse qui se place dans la loge hypophysaire va répondre à un élément nerveux qui se place au-dessus et en avant d'elle, ce sont les voies optiques. Les voies optiques, eh bien, ce sont les nerfs optiques, droit et gauche. Voici le nerf optique gauche, voici le nerf optique droit, nous sommes ici en vue supérieure. Ces nerfs optiques viennent de la région orbitaire, ils naissent en arrière du globe oculaire et ils vont traverser le canal optique pour se retrouver au niveau de la loge hypophysaire où ils vont se rejoindre et se croiser formant le chiasma optique. Dans le cours sur les voies visuelles, nous expliquons que le chiasma optique est un lieu de décussation d'une partie des fibres visuelles d'origine rétinienne, certaines fibres croisant la ligne médiane, d'autres restant du côté homolatéral. Et pour comprendre les manifestations cliniques de compression du chiasma optique par une tumeur hypophysaire, eh bien vous pouvez vous référer à ce cours sur les voies visuelles. Donc nerf optique qui porte le numéro 2, chiasma optique qui correspond au croisement des voies visuelles, et en arrière, les tractus optiques, droit et gauche, qui vont s'enrouler autour du mésencéphale pour venir rejoindre les corps géniculés
le corps géniculé latéral de chaque côté. Ces éléments représentent un rapport antérieur et supérieur de l'hypophyse. C'est exactement comme ça que nous le voyons sur la coupe sagittale par exemple. Une fois les voies optiques mises en place, nous allons maintenant pouvoir placer comme ceci l'hypophyse. Voici le tubaire cinéreum et voici l'hypophyse qui se place dans sa loge, qui va partiellement être masquée par les voies optiques et dont nous voyons ici eh bien, la forme arrondie, forme de pois chiche, appendue à la fosse interpédonculaire par le tubaire cinéreum. Ce rapport entre l'hypophyse et le chiasma optique explique qu'une tumeur hypophysaire peut, après une certaine évolution, venir comprimer le chiasma optique, ce qui se traduit par une hémianopsie bitemporale classiquement. CF court sur les voies de la vision. Ça, c'est pour le rapport immédiat dans la selle turcique. Les rapports sont ensuite latéraux. Je vais ne les représenter que sur un côté. Le premier rapport est un rapport vasculaire artériel. Ce rapport, c'est l'artère carotide interne. L'artère carotide interne, après avoir cheminé dans la région cervicale, où elle ne donne, rappelez-vous, pas de branche collatérale, va traverser la partie antérieure de la partie pétreuse de l'os temporal et va émerger alors dans la cavité crânienne à l'apex pétreux, passant par l'orifice supérieur du canal carotidien. Arrivant alors dans la base du crâne, dans la cavité crânienne, l'artère carotide interne va avoir un trajet horizontal, de l'arrière vers l'avant, longeant la selle turcique et venant se placer sous le processus clinoïde antérieur, où la carotide interne va alors former une boucle. Elle dessine ce que l'on appelle le siphon carotidien. Elle forme cette boucle qui l'amène à se porter latéralement et vers le haut pour se placer sous le cerveau, sous la face inférieure du cerveau, où l'artère carotide interne va se terminer, et ceci est décrit dans le cours sur la vascularisation artérielle du cerveau. Ce siphon carotidien constitue donc la première partie intracrânienne de l'artère carotide interne, qui va cheminer juste en dehors de l'hypophyse. Et d'ailleurs, lorsqu'une tumeur hypophysaire se développe, eh bien, cette tumeur peut venir se placer au contact de l'artère carotide interne, qui devient par conséquent un risque chirurgical dans la chirurgie de ces tumeurs hypophysaires. C'est dans son trajet latérocellaire que la carotide interne va donner des branches pour l'hypophyse, artère hypophysaire supérieure, qui participe à la constitution du système porte hypophysaire, artère et hypophysaire inférieure, notamment pour la post-hypophyse. C'est aussi dans ce trajet que la carotide interne va donner naissance à l'artère ophtalmique qui va partir dans la cavité orbitaire. Je ne détaille pas cet élément qui vous est traité dans le cours sur l'appareil de la vision. La carotide interne. Carotide interne, donc gros rapport latéral de l'hypophyse et risque chirurgical dans la chirurgie de l'hypophyse. Les rapports latéraux sont ensuite des rapports nerveux. Et ces rapports nerveux sont représentés par des nerfs qui vont cheminer dans la partie latérale de la limite latérale de la selle turcique. Premier nerf
que l'on va mettre en place et qui constitue un rapport latéral, eh bien c'est le nerf trijumeau, cinquième nerf crânien, et ses branches. Le trijumeau, on l'avait représenté sur la vue antérieure du tronc cérébral, né de la face latérale du pont, et il va constituer un très volumineux nerf de disposition antéro-postérieure qui va venir se pencher, se poser sur la partie antérieure de l'arête pétreuse qui est marquée par une petite encoche dans laquelle vient se placer le 5. Le nerf trijumeau va ensuite présenter une dilatation ganglionnaire, c'est le ganglion trigéminal qui a été décrit par Gasser. Ganglion trigéminal où on va trouver les protoneurones des voies de la sensibilité de la face. Du ganglion trigéminal se détachent les trois branches qui constituent les trois parties du nerf trijumeau. Il s'agit du nerf mandibulaire 5-3 qui va cheminer s'engager dans le foramen ovale et qui va donc se placer dans les espaces profonds de la face. Il s'agit ensuite du nerf 5-2, nerf maxillaire, nerf 5-2, nerf maxillaire, qui s'engage dans le foramen rond et qui va être responsable, 5-2, qui va être responsable de la sensibilité de l'étage moyen de la face. Le nerf mandibulaire, c'est la sensibilité de l'étage inférieur. Il va également apporter l'innervation motrice pour les muscles masticateurs. Nerf 5-2. Et le 5-1, qui est le nerf ophtalmique, décrit par Willis, qui va aller s'engager dans la fissure orbitaire supérieure et qui est responsable, ce nerf 5-1, nerf ophtalmique, de la sensibilité de l'étage supérieur de la face. 5-1 dans la fissure orbitaire supérieure, 5-2 dans le foramen rond et 5-3 qui est le plus volumineux qui s'engage dans le foramen ovale. Le 5-1 en particulier va venir être englobé dans la dure mère qui va participer à constituer la paroi latérale de la loge hypophysaire. En dedans de ces branches du nerf trijumeau, eh bien, nous allons retrouver comme rapport de l'hypophyse trois nerfs qui sont destinés à la motricité de l'œil et qui croisent la région de la loge hypophysaire pour traverser la fissure orbitaire supérieure, ce qui va amener ces nerfs vers la région orbitaire et donc vers leur effecteur. Ces nerfs sont les nerfs 3, nerfs oculomoteurs, qui naît de la région de la fosse octopédonculaire, qui croise la face latérale de la loge hypophysaire, s'engage dans la fissure orbitaire supérieure et atteint son effecteur orbitaire. Latéralement et en dessous du 3, le 4, nerf trochléaire, qui vient de la face postérieure du mésencéphale, va accompagner le nerf précédent, s'engager dans la fissure orbitaire supérieure et atteindre le muscle oblique supérieur de l'œil qui l'innerve. Enfin, le 6, nerf abducens, est un nerf un peu particulier puisqu'il naît plus bas, au niveau du sillon médullo-pontique. Il va rapidement s'engager sous la dure mère du clivus pour atteindre la région latéro-hypophysaire et croiser la carotide interne au contact de sa face latérale pour rejoindre ensuite la fissure orbitaire supérieure et s'engager dans la cavité orbitaire pour innerver le muscle droit latéral. Nous avons donc ainsi pu décrire les principaux rapports de l'hypophyse, les voies optiques avec les nerfs optiques, le chiasma optique et les tractus optiques
au-dessus et en avant de l'hypophyse, et latéralement, carotide interne, accompagnée par les nerfs 3, 4 et 6, et un peu plus latéralement, les rameaux du trijumeau, et en particulier le 5-1. Alors ces éléments, en fait, qui sont situés en dehors de l'hypophyse et qui en constituent les principaux rapports, ces éléments sont en réalité inclus et recouverts par la dure mère de l'étage moyen. Et ceci, nous allons à présent l'expliciter sur les coupes. Alors tout d'abord, sur les coupes, nous pouvons dans sa loge, eh bien, placer ici l'hypophyse. Voici donc l'hypophyse elle est située malgré tout un peu plus haut, donc je vais la placer à sa place. Elle est à peu près au centre de la selle turcique, hypophyse qui est appendue à la base du crâne par l'intermédiaire de l'infundibulum hypophysaire au tuber cinereum. Donc on peut la placer ainsi. Voici le tuber, voici l'hypophyse. On ne distinguera ici pas la partie préhypophysaire, post-hypophysaire. Et voici le chiasme optique et la région septale. Vous voyez cette glande qui va se placer au centre de la selle turcique, avec ici sa constitution osseuse, et qui va se placer à l'aplomb du sinus phénoïdal et donc du pharynx qui se situe en dessous. Je reviendrai à la fin de l'exposé sur les deux voies d'abord de cette région. Sur la coupe frontale, nous allons pouvoir maintenant placer l'hypophyse, et dans l'hypothèse, effectivement, où nous avons réalisé une coupe, on a eu beaucoup de chance, qui passe pile poil par le tuber et par l'hypophyse. Alors, cette glande va répondre, bien sûr, aux structures osseuses de la base du crâne, mais les parois de sa loge vont être au-dessus et latéralement constituées par des structures méningées, et en particulier par la dure mère, la dure mère crânienne, la dure mère encéphalique, qui va venir recouvrir l'ensemble. On va placer ici la dure mère de l'étage moyen, soulevée latéralement par les plis pétroclinoïdiens qui vont donc armer la tente du cervelet. Je représente ici la partie gauche de la loge hypophysaire et on va juste ici amorcer la partie droite. Normalement, la dure mère est accolée au périoste du crâne et rien ne s'interpose entre la dure mère et l'os. Au niveau des anfractuosités de la base du crâne, la dure mère apparaît séparée de l'os et du périoste qui la recouvre, ouvrant ainsi l'espace interpériostéodural dans lequel, c'est la théorie des espaces interpériostéoduraux, viennent se placer des veines dans la boîte crânienne. Ça, c'est intéressant parce qu'on verra que ces éléments que nous avons représentés ici répondent également à des lacs veineux formant le sinus caverneux. Donc nous avons ici la dure mère qui recouvre l'ensemble et qui va nous permettre de placer maintenant ici l'artère carotide interne qui répond directement et sur son bord latéral au nerf 6, au nerf abducens. Et dans un épaississement de la dure mère, dans l'épaisseur de la dure mère, on peut la représenter de façon plus épaisse comme ceci. Dans l'épaisseur de la dure mère, ici, qui va recouvrir la loge, eh bien, vont se placer les éléments nerveux qui constituent les rapports de l'hypophyse, c'est-à-dire le nerf 3, le nerf oculomoteur, le nerf 4, nerf trochléaire, et plus latéralement,
le 5.1, nerf ophtalmique de Willis, le 5.2, nerf maxillaire, on pourrait le placer là, juste avant le foramen rond. Nerf 5.2 qu'on va placer ici. La carotide interne donne donc naissance aux artères hypophysaires et entre la dure mère, l'hypophyse et les parois osseuses vont venir se placer des lacs veineux. Ce sont les veines du sinus caverneux qui est constitué de lacs veineux. Alors on peut le systématiser en des compartiments supérieurs, médial, inférieur. Le sinus caverneux représente en réalité une veine de drainage du sang veineux de la face en particulier, et de l'orbite, puisque le sinus caverneux draine les veines orbitaires essentiellement. Et ce sang veineux, alors il existe un sinus caverneux droit et un sinus caverneux gauche, je l'évoque comme ceci. Ce sinus caverneux va lui-même en arrière se drainer dans le système de la veine jugulaire interne. Il s'agit d'une structure veineuse qui est donc alimentée essentiellement par les veines orbitaires et de la face et qui alimente le sinus caverneux par l'intermédiaire de la fissure orbitaire supérieure et qui, vers l'arrière, va venir se drainer dans le système de la veine jugulaire interne. Donc une circulation veineuse qui se fait d'avant en arrière. Les deux sinus caverneux sont d'ailleurs reliés par des sinus qui contournent ici l'hypophyse, on parle de sinus coronaire, et ce sont dans ces lacs veineux que les veines hypophysaires viennent se drainer. Le sinus caverneux représente donc une veine à haut débit qui représente un autre risque chirurgical dans la chirurgie de l'hypophyse et qui, par ailleurs, peut être l'objet de thromboses septiques qui peuvent compliquer des infections, des abcès de la région de la face. Ce sont les thrombophlébite du sinus caverneux qui représentent des infections crânio-faciales de pronostic particulièrement sombre. Ainsi donc sont décrits les rapports de l'hypophyse, rapports donc avec la face inférieure du cerveau au-dessus et rapport avec l'artère carotide interne, les nerfs 6, 3, 4, 5, 1 essentiellement, et rapport avec des structures veineuses de chaque côté. Ce sont les formations du sinus caverneux qui représentent donc un risque vasculaire supplémentaire pour la chirurgie de cette glande. Alors en effet, l'hypophyse peut être l'objet de pathologies tumorales. Ce sont essentiellement les adénomes hypophysaires qui peuvent nécessiter des prises en charge chirurgicales. Alors ces adénomes hypophysaires, on peut les aborder chirurgicalement par deux voies d'abord. La première voie d'abord consiste à réaliser une trépanation fronto-temporale et d'aborder l'étage antérieur de la base du crâne et donc par une dissection antérieure et en soulevant effectivement le lobe frontal, venir aborder par en avant l'hypophyse. Ce sont les voies donc par trépanation antérieure et donc volet frontal, mais effectivement qui nécessitent des dissections longues pour venir atteindre cette structure qui se situe au centre du crâne avec une exposition qui peut être limitée. Une voie d'abord tout à fait pratique est la voie transsphénoïdale de l'hypophyse qui consiste par voie endonasale à effondrer la paroi antérieure du sinus sphénoïdal, puis le fond de la loge hypophysaire, ce qui permet un abord direct de ces tumeurs et permet de traiter un certain nombre de ces adénomes hypophysaires. Dans ces chirurgies, donc par voie endonasale et transsphénoïdale, les risques vasculaires, en particulier du sinus caverneux et de l'artère carotide interne, sont à connaître car ils représentent les principaux risques chirurgicaux et complications de cette chirurgie.
Ainsi donc se termine ce cours sur l'hypothalamus et l'hypophyse, cerveau endocrinien et végétatif, cerveau des émotions et glandes neuroendocrines pour l'hypophyse sous contrôle de l'hypothalamus par deux voies, voie nerveuse ou voie vasculaire par l'intermédiaire d'un système porte, et dont la petitesse de la taille est inversement corrélée à la fonction extrêmement importante et au caractère vital de ces structures. Nous avons avec ce cours terminé l'étude du cerveau intermédiaire et aborderons lors des prochaines heures la morphologie et la systématisation du cortex cérébral et de la substance blanche cérébrale. Je vous remercie de votre attention et vous dis à